avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Clémence. Bonjour Cédric. Bon, alors on se dit bonjour, mais les gens savent très bien qu'on vient d'enregistrer. Faut que je te prévienne que pour l'épisode bonus, en fait, je coupe très peu. Tu vois, par exemple, tout ce que je suis en train de dire, je le laisserai. D'accord. D'accord? Alors, te mets pas de pression non plus. Je couperai vraiment si tu dis un truc que tu veux pas qu'on garde. Mais voilà, c'est extrêmement détendu l'ambiance sur les épisodes bonus. Ok? On Ça est vraiment marche. sur quelque chose de très très cool parce qu'on a des auditeurs et des auditrices qui sont très très cool. Ok? Super. Alors moi, tu vois, on venait d'en parler là en off. Je te disais que dans ton propos, je trouvais ça super intéressant qu'il y ait de la contradiction, parce que, enfin, dans l'épisode général, il y avait un petit peu de la contradiction par endroits et moi, je trouvais ça super parce que justement, ça montrait la réflexion et la position d'équilibre que tu essayes d'avoir en permanence et toi, tu me disais que c'était de la nuance. Tu peux me Mmh. redire, ce qu'on s'est dit? Oui, parce qu'en fait, j'aimerais pas que ma nuance passe pour, de la démagogie, si tu veux. J'ai pas envie qu'on se dise, «Tiens, elle dit ça pour inclure tout le monde et puis, elle vit dans le monde des bisounours». Non, c'est vraiment effectivement un équilibre que je tends à avoir, à trouver, hem et ça fait partie de l'humilité et l'humilité, c'est une des valeurs de la doula qui peut être enseignée en formation, mais je pense que c'est une valeur qui s'incarne. Euh, et c'est plus ça, c'est de la nuance, mais qui naît d'une forme d'humilité à me dire, je ne sais pas tout, et là, tu me prends à ce moment-là de ma vie à me poser ce genre de questions, et c'est cette réponse-là que je t'apporte, mais je ne sais pas tout. Et il y a des choses à prendre en compte que parce que je ne les ai pas vécues, parce que je suis conditionnée, parce que tout ça, je peux ne pas être dans la justesse et donc euh, être dans la contradiction, mais voilà, moi, plus ce que j'appelle la nuance, être dans la nuance, ça me permet euh, d'être prudente. Et alors, tu étais allé un peu plus loin quand même il y a quelques instants quand on en parlait. Et donc, tu peux le dire, hein, vas-y, hein, tu peux le redire, mais parce que tu me disais que c'était bien de se rappeler aussi ok, on accompagne et tout, ok, on a des mantras, des jeux des saints, mais que faut pas oublier que c'est quand même la femme à qui on parle là qui va être face à certaines choses et qu'il faut aussi la préparer à ça, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, à la question de mettre en danger les familles, donc c'était un des sujets de l'article de Cosette, que nous, les doulas, on mettrait en danger les patientes, puisqu'il s'agit de ça, c'est pas les familles, c'est les patientes, c'est-à-dire les familles quand elles se retrouvent dans un contexte médical, de les mettre en danger. Euh, Effectivement, j'ai apporté de la nuance, mais en off, j'ai dit quelque chose effectivement d'un peu moins nuancé, c'est que bon, moi, je suis pas tant ce genre de doula à dire des mantras, etc. Mais je me dis effectivement pour des familles qui ont été accompagnées comme ça tout au long de leur grossesse, où on leur a redonné un certain pouvoir par des mantras de t'es puissante, t'es une déesse, etc. Il n'en reste pas moins que c'est cette personne-là qui va se retrouver dans une salle de naissance avec une blouse dégueulasse sur le dos, à se faire caca dessus, se faire pipi dessus. Et je me dis, euh, où est la limite de l'empouvoirment, en fait, tel qu'il est proposé par, en tout cas, ce qui se fait de plus visuel dans le monde des doulas. C'est Hmm. de dire à une personne qui enfante t'es puissante et t'es une déesse alors qu'elle est en train de se chier dessus, je trouve que Bah, c'est un on peu peut, limité. ouais, pour le coup, on peut aussi lui dire, t'es puissante, t'es une déesse, mais les déesses aussi font caca. Ouais, non, mais c'est encore une fois la nuance, voilà. C'est ça, encore une fois la nuance, c'est Et que elles font pas caca des nuages, tu vois. C'est pas exactement. ça.
Non, mais c'est donc je dirais que ça met pas tant en danger les familles, mais c'est effectivement, ça les laisse un peu vulnérables parce que ça lisse un peu Ouais, parfois, leur expérience de vie. Ça ne les prépare pas réellement à ce qu'elles vont subir. C'est l'enfantement, OK, c'est sacré, c'est ton bébé qui se met au monde. C'est comme ça que tu peux voir à quel point ton enfant, il a les capacités de faire des choix pour lui-même dans sa vie et c'est censé te porter dans ta parentalité pour t'apporter ce fameux lâcher prise que tout le monde espère avoir, mais il est là le lâcher prise, c'est que ton bébé il se met au monde et puis toi tu as juste à gérer ta douleur et c'est voilà et ce sera comme ça toute sa vie. Il va faire des choix et toi tu auras juste à gérer ta douleur de ce que ses choix à lui te provoquent et c'est donc oui, il y a cette dimension-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que bah, tu vas avoir très mal, il y a aussi que tu vas crier, il y a aussi que tu vas te sentir démuni, que tu vas insulter les personnes qui sont autour de toi, que tu vas devoir subir des gestes que tu t'es dit, bah non, mon corps sait faire, donc je ne dois pas subir ces gestes-là. Mais si, parce qu'il y a un besoin. Et comme, encore une fois, ce n'est pas que la responsabilité d'une doula qui aurait bercé de beaux discours ces familles-là, c'est aussi que bah, quand on arrive dans le paradigme médical, notre consentement il n'est pas pris en compte et les gestes qu'on nous fait subir entre guillemets ne nous sont pas expliqués. Donc c'est de là que naît la violence. C'est-à-dire que mmh. si elle avait eu tous ces beaux discours, ces bercements de t'es puissante, etc., et que arrivé dans le paradigme médical, ben, il y ait cette même intention aussi un peu quantique pour reprendre ma formation de j'entre dans la pièce, j'ai 5 années d'études, j'ai une blouse blanche, j'ai une supériorité un peu parce que je suis formée, parce que j'ai ces connaissances obstétricales, etc. Par contre, j'ai confiance en la personne qui est en face de moi et en son bébé. Moi, je ne suis qu'un outil et j'ai des connaissances que je mets au service de la personne qui est en face de moi, mais c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui fait tout. Et en fait, c'est ça. C'est juste que ça fait un trop gros contraste par rapport à ce qu'elle risque de vivre dans le paradigme médical. Et en attendant que ce paradigme médical soit, lui, un peu plus doux et bienveillant, nous, les doulas, on aurait tout intérêt à être moins lisses et Pas vendre de rêve, quoi. voilà, moins paillettes et licornes, quoi. Voilà. Mm. C'est super. Non, je trouve ça très bien comme précision. Tu disais je voudrais revenir sur des questions un peu plus personnelles pour le coup. Ouais, Hem, Tu disais au début de l'épisode général que toi, quand tu étais jeune maman, tu t'es perdue, ouais. dans ta maternité, dans ces moments-là. Comment tu t'es perdue? Si tu veux bien nous le raconter. Oui. Moi, du coup, je m'étais renseignée sur absolument rien. Voilà, je parlais de la préconception dans l'épisode. Moi, la préconception, bah, comme je te le disais, c'était, je voulais pas d'enfants. Les enfants, c'était terrible. Les enfants, c'était des diables, voilà. Et puis, je suis tombée enceinte et évidemment, je suis tombée amoureuse de ce bébé immédiatement. Je me suis sentie très honorée de l'avoir dans mon utérus et je me suis dit: «Waouh, si ce bébé m'a choisie, c'est que quelque part, je suis pas totalement irrécupérable». Et que j'avais déjà cette dimension de cet enfant me fait confiance pour être sa maman. C'est beau, j'ai une Mmh. responsabilité à avoir envers lui. Euh, et sans lui être redevable d'avoir accepté de s'implanter à l'intérieur de moi, il y avait effectivement cette dimension de me sentir très honorée de ce nouveau rôle. Mais pendant ma grossesse, pareil, je me suis pas plus renseignée sur les sujets du postpartum, de l'enfantement, etc. Moi, l'enfantement, ce n'est pas de mon ressort. Je vais arriver à la maternité. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand je dois arriver à la maternité. Une fois que je suis arrivée à la maternité, allez-y, vous pouvez faire absolument tout parce que c'est votre métier. Et puis voilà. Donc bon, bah c'est une vision très triste, mais c'est une vision qui est très 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 commune, très voilà. Donc donc je m'étais pas renseignée, voilà, sur ce que j'allais vivre à la maternité, ni en postpartum. Je voulais pas allaiter, et puis à 6 mois de grossesse, j'ai eu envie d'allaiter. C'est venu d'où? J'en sais rien, mais depuis du jour où j'ai décidé que j'allais allaiter, c'était sûr que j'allais le faire. Mais je m'étais pas renseignée, voilà, sur ce qu'était un allaitement et cetera et je pense que j'ai une certaine, personnalité qui fait que peut-être je suis un peu bornée et donc en fait, quand j'ai décidé quelque chose, voilà, je le fais et je ne vérifie pas si j'ai les ressources pour le faire. Donc Et c'est puis tu le fais à peut-être fond en plus.
C'est ça, voilà. Mmh. C'est que j'ai un but et je vais l'atteindre et je vérifie pas si j'ai les ressources. Je le fais, c'est tout. Donc là, l'allaitement, c'était ça. Mon sein gauche a arrêté de produire, après 3 semaines d'allaitement. Les 3 premières semaines, j'ai saigné, j'allaitais quand même, j'en pleurais, je mordais dans des coussins. Après mes seins ont guéri, puis voilà, mon sein gauche s'est arrêté. J'ai continué et j'ai continué 27 mois d'allaitement sur un seul sein et au bout du 13e mois d'allaitement, j'ai eu une aversion qui ne m'a pas lâchée jusqu'à l'arrêt, de l'allaitement, donc à 27 mois d'allaitement. Donc clairement, je n'avais pas les ressources. J'ai perdu un sein en cours de route, j'ai subi une aversion tellement c'était intense pour moi et j'ai continué. Et en fait, je parle souvent de l'allaitement parce que, ça a été comme ça pour tous mes choix dans la parentalité, de faire des choix sans vérifier que j'ai les ressources. Et en fait, au début, je me suis dit: «C'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute, je vérifie pas que j'ai les ressources et c'est tout». Et puis après quand même, je me suis dit: «Mais j'étais pas toute seule à le faire cet enfant. Il y a pas que moi qui dois fournir des ressources pour pouvoir, accompagner cet enfant dans la vie». Et Ah si bon? au ouais. Ah oui, oui, oui. Et c'est là où je me suis dit, où j'ai arrêté de m'auto-flageller, de me dire: «Tout est de ta faute, tu es bornée» et cetera. De me dire: «Mais en fait, faut demander de l'aide, mais il faut demander de l'aide aux personnes qui te donnent confiance pour t'offrir leur aide». Donc c'est ça. Donc c'est je me suis perdue dans le sens où, le temps de comprendre tout ça, ça a été assez long et puis après le temps d'incarner tout ça auprès de mon mari, du père de ma fille. Ça a été très long. Ça a été très long et puis, on a fini par se séparer malheureusement, mais, hem, Ah d'accord, voilà, oui, ma fille avait, 1 an et demi. d'accord. Voilà et c'est malheureusement encore une fois, c'est très, enfin, c'est de moins en moins rare en fait que des familles, éclatent, avant les 3 ans de l'enfant. Enfin et pourquoi? C'est ça qu'il se faudrait se demander. Pourquoi ça éclate? Parce Pourquoi? qu'ils ont pas lu mon livre. Ah! Ah, belle promotion! Bah, j'espère que ton livre pourra changer les choses parce qu'effectivement, il y a quelque chose, et encore une fois parce que je suis militante, mais moi je me pose la question, pas pourquoi les familles éclatent, mais pourquoi les femmes préfèrent être maman solo plutôt que d'être accompagnées d'un homme qui ne fait pas sa part? Parce que là, clairement, on se retrouve toute seule avec un enfant et puis là, c'est même plus de question de demander de l'aide et cetera. Là, on est seul. Donc là, c'est même plus aussi est-ce que j'ai les ressources ou pas? Parce que quand tu es maman solo, tu te poses pas les ques c'est voilà, tu as pas à te poser les questions. Que tu aies les ressources ou non, tu dois accompagner ton enfant. Alors après, il y a aussi quelque chose de très, social où les familles sont esseulées maintenant et on ne le devrait pas. On ne devrait jamais être maman solo, on devrait toujours avoir une amie, une voisine, des proches pour nous aider. Chose qu'on n'a pas Mmh. non plus aujourd'hui, mais voilà, c'est en ça que je me suis, en fait, je dis: «Je me suis perdue» parce que, bah, ça, ouais, c'est peut-être un peu de la démagogie parce que je sais que ça va parler à tout le monde de: «Je me suis perdue». Mais en fait, je me suis trouvée. Je me suis trouvée, c'est tout. C'est ça m'a permis ça, même si ça a été extrêmement difficile. Non, mais je comprends bien le sujet que tu évoques alors je te rassure tout de suite aussi, c'est pas avec le nombre de gens qui sont abonnés à l'épisode bonus que je vais faire des miracles avec mon livre. Mais mais et surtout les mecs qui sont abonnés. Il y a des mecs, hein, abonnés, aux épisodes bonus. C'est Heu, bien. mais je pense qu'ils pour le coup, ils sont déjà, impliqués. Faudrait que j'aille le but, c'est vraiment d'aller chercher les autres, mais au-delà de ça, tu soulèves un point qui est tellement important. Enfin, tu en soulèves plein, mais il y a vraiment ce côté, de difficultés rencontrées parce qu'il y a pas, de soutien. À commencer par le soutien du père Mmh. qui pour différentes raisons après, on je vais pas des fois, il y a des mecs qui veulent et puis, le système leur dit, que c'est pas leur place. Enfin voilà, tout ça, j'entends. Par contre, on a quand même vite tendance à se planquer derrière ça aussi, faut pas se mentir, hein? Mmh, mmh, mmh. Voilà, Mmh. les posts sur les réseaux sociaux ne manquent pas de pairs entre discrimination et dad blessing, c'est assez impressionnant. Hem
Mais il y a aussi un côté qui est extrêmement important, je trouve et c'est ce côté aussi où on a une espèce de manque d'humilité, sur notre mode de vie actuel, contemporain et moderne, vis-à-vis de la naissance et de l'enfance et pour le coup, je vais citer mon livre, là. Non, mais c'est une phrase que je mettrai sur les réseaux, c'est une phrase qui tournera assez rapidement. C'est que quand tu prends l'espèce humaine et si tu ramènes ça à l'échelle d'une journée, en fait, je sais pas si tu le sais, mais hem, si l'espèce humaine est apparue il y a 24 heures, on est sédentaire depuis 24 minutes et la puériculture est inventée à 37 secondes. Mmh mh. Donc peut-être, hein, qu'on pourrait avoir un peu de respect pour les pratiques qui ont maintenu l'espèce en vie pendant le reste de la journée quand même et notamment dans ces pratiques, il y a le fait d'être en communauté, de pas être seul. Une mère n'était jamais seule quand on était, nomade et tout, Mmh. donc je suis pas en train de faire un appel à la nature ou quoi, pas du tout. C'est juste que peut-être qu'on pourrait dans notre, environnement moderne et contemporain, s'inspirer de ce qui a été fait par l'espèce avant et essayer de lier tout ça justement dans notre confort moderne, mais en respectant ce qui fait du bien en fait, ce qui fait du bien à l'espèce. Et d'ailleurs, il suffit de le voir, dès qu'on regroupe des parents, dès qu'on regroupe des familles, bizarrement, il y a plein de choses qui se passent bien. Bon, il y a Oui, aussi les mais gosses qui se fight des fois, mais ouais, mais mais il y a c'est plein de bien choses qui aussi. se passent bien. Mais c'est bien Non, aussi. non, mais effectivement, mais parce que c'est même, hors contexte parentalité, je veux dire, l'humain, c'est, un mammifère, social, c'est tout. Donc forcément, Mmh. quand tu mets, des êtres humains avec d'autres êtres humains qui, vivent similairement les mêmes choses et peuvent partager et cetera, bah, ça va mieux, en fait. C'est tout. Il y Exactement. a pas à réfléchir, très longtemps. Maintenant, effectivement, ça demande, comme tu dis, une certaine forme d'humilité. Et ça, est-ce que l'humanité est prête à être humble? Ça, c'est un autre débat, je pense. Mais il y a effectivement quelque chose à faire, à s'inspirer, sans révolutionner tout, parce que c'est souvent la réponse est: «Bah oui, mais tu peux pas. Dans la société, mais tu peux pas». Mais en fait, si, déjà, Si, faudrait si. essayer. Avant de dire qu'on peut pas, faudrait essayer déjà, juste, même effectivement, moins de 37 secondes, hein, on a qu'à essayer. Heu puis oui, juste simplement de s'en inspirer et de se dire, partir de ce constat-là. C'est pas comme si, c'était tout nouveau, les difficultés parentales. Parce qu'on entend aussi souvent ça sur les réseaux sociaux, bah, de notre temps, les grands-mères, mais les grands-mères, elles avaient pas leur mot à dire. Les grands-mères, Mmh. elles étaient dans une société patriarcale où elles étaient silencées. Aujourd'hui, on est au tout début de cette reprise de pouvoir et de dire, bah oui, ce qu'on dit, c'est chiant, ce qu'on dit, c'est inconfortable et puis bah oui, on le dit en criant parce que, bah, on est en colère en fait et coucou, c'est ça les émotions. Puis en fait, si on était écouté, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de crier mais c'est ça et on est vraiment au tout début et en fait, ouais, il y a aussi une temporalité effectivement à revoir, de se dire: «On est au début, on fait beaucoup, on peut faire encore mieux et on va faire mieux et on est sur le chemin» et c'est voilà, faut pas que ça s'arrête et ça s'arrêtera pas de toute façon, c'est Ça me fait beaucoup rire le fait que tu dises, voilà, les grands-mères, elles en chient aussi. Ça me rappelle la mmh, discussion que j'ai eue avec, Isabelle Filiosa où quoi qu'on pense de son travail, elle expliquait elle expliquait avec, beaucoup de justesse en off que, elle, en fait, elle est sur le sujet depuis 1982 et que les critiques qu'elle se prend, ce sont aussi de gens qui ont découvert la parentalité il y a 2, 3, 4 ans ouais. et que en fait, pour elle, le problème a toujours été là, quoi. Le problème de la disponibilité des parents, voilà. Le problème de non-respect de la parentalité, pour elle, c'est tellement pas nouveau, si tu veux, Mmh. Ouais. qu'à un moment, faut prendre un peu de recul, tu vois? Mmh mh. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai une dernière petite question pour ce petit épisode bonus. Alors, j'ai bien compris que c'était un gros sujet, enfin, que ça allait demander beaucoup de temps, donc est-ce que tu peux rapidement, parce que c'est un terme que je ne connaissais pas, nous expliquer ce que ça veut dire Tanadula? Alors la Tanadula, c'est en complémentarité du tanathérapeute, je crois que ça s'appelle comme ça, tanathérapeute, oui. Et en fait, ça vient, du waouh, très belle question, hein. Je connais mon sujet, tu vois? Non, mais je crois que ça vient du dieu Thanos, qui est le dieu de la mort, il me semble. D'accord. Donc le thanathérapeute, c'est un métier, je crois, qui est reconnu en France, mais qui, encore une fois, par le système et le manque de moyens, n'est pas assez, auprès des familles qui accueillent la mort.
Et donc une Tana doula, comme une doula qui viendrait apporter un soutien émotionnel, logistique, informationnel, aux familles, enfin aux personnes qui s'apprêtent à accueillir, la vie, une Tana doula, apporte un soutien émotionnel, logistique et informationnel aux personnes qui accueillent la mort. OK. Soutenir leurs proches, et les soutenir eux, en fait, et c'était vraiment, voilà, tout l'objet du séminaire, d'Isabelle Chalut, c'était ça, c'était les besoins d'une personne qui accueille la mort sont en fait, hem, paradoxalement les mêmes qu'une personne qui accueille, la vie. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en train de mourir, va avoir besoin de chaleur, va avoir besoin de mots encourageants, va avoir besoin de lumière tamisée, va avoir besoin de massage, va avoir des douleurs qui vont devoir être soulagées, hem, de se sentir aimée, de se sentir puissante, pour accueillir la mort. Et évidemment, ça donne pas le même résultat que d'accueillir un bébé, mais pourtant les besoins sont les mêmes. Dans ces passages de vie-là, les besoins sont les mêmes. Et c'est encore une fois, c'est un très beau métier, c'est une très belle, opportunité de déconstruire et de bouleverser un peu ce qui se fait dans l'accompagnement de la mort, en France. Bah, tu vois, c'était, moi ça m'a paru très clair, Bon, super. très rapide. Et je te remercie beaucoup Clémence pour cet épisode bonus et pour l'épisode, complet qu'on a fait ensemble. Merci à toi encore pour cette opportunité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.